Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Nicolas Cruau, cofondateur et président de Neolith. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, la première question pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous présenter Neolith en quelques mots? Alors, Neolith, c'est une start-up industrielle angevine d'à peu près 160 salariés aujourd'hui, qu'on a créé il y a 4 ans maintenant avec mes deux associés. Et nous, on est spécialisé dans le traitement des déchets non recyclables. C'est-à-dire qu'on a inventé un nouveau procédé qui permet d'éviter l'enfouissement ou l'incinération des poubelles. Donc, que ce soit les poubelles ménagères de votre cuisine, mais aussi, surtout, dans un premier temps, les poubelles des industriels. Donc, des mix de plastique, de papier, de carton en mélange et souillé. Et donc, notre procédé, c'est la fossilisation des déchets. Ça consiste à faire de tous ces déchets en mélange des cailloux, donc des granulats minéraux, réutilisables ensuite dans la construction. Et du coup, comment vous avez, c'est avec une machine, c'est avec des usines que vous avez créées Alors, ouais, notre métier, c'est de mettre chez nos clients des fossilisateurs. Donc, c'est des petites unités de traitement de déchets qui traitent à peu près 10 000 tonnes de déchets par an. Et on vient déposer ces technologies directement chez nos clients, que sont les centres de tri. Donc, c'est les collecteurs de déchets, en fait, qui font le tri de tout ce qui est recyclable et qui, in fine, ont tout un tas de déchets ultimes, donc qui sont non recyclables. Donc, nous, on vient chez eux, on pose la machine et on est payé à chaque tonne qui passe dans notre machine. Donc, c'est une prestation de traitement de déchets. Et après, on pourra rentrer dans le sujet si ça t'intéresse de comment ça marche. Ouais, bah justement, comment ça marche? Un fossilisateur, c'est 3 étapes assez simples. La première étape, c'est on micronise le déchet, c'est-à-dire on en fait une fine farine, une farine qui est des tailles de particules en dessous 500 microns. Grâce au broyage, vous broyez, c'est ça? C'est ça, on broie tout très fin en fait. Ensuite, une fois qu'on a cette farine de déchets, on va la minéraliser en quelque sorte. Donc on va la faire réagir avec des liants minéraux de notre formulation. Donc c'est une réaction à froid, hein, c'est juste des réactions chimiques minérales qui transforment cette farine de déchets en une pâte minérale, un peu comme une pâte à modeler. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est on prend cette pâte à modeler et grosso modo, on la presse très fort et on la met en forme de cailloux. Donc c'est de la pression et de l'extrusion. Et pourquoi un caillou? Pourquoi pas, je sais pas, une brique ou Alors, dans un premier temps, le caillou, c'est le plus simple à faire. Et c'est aussi la matière la plus consommée au monde. C'est la matière de base de toute la construction. Donc, on est sûr de pouvoir consommer tous les cailloux qu'on produira. Des déchets, on en produit beaucoup. On en produit à peu près 30 millions de tonnes par an en France. Des granulats, on en consomme 450 millions de tonnes par an. Le but, c'est de pas être limité par son marché en sortie pour traiter tous les déchets qu'on veut traiter en entrée. Et un point important sur le procédé aussi, c'est que tout se fait à froid, enfin à température ambiante. C'est-à-dire il n'y a pas de montée en température, on va pas passer à 500 degrés et tout brûler pour minéraliser. C'est vraiment un procédé purement mécanique et chimique et ça ne nécessite pas d'apport d'énergie conséquent. tout à l'heure, tu parlais de déchets recyclables, non recyclables, donc dits ultimes. Est-ce que tu peux nous préciser un peu plus quels sont ces types de déchets non recyclables qui principalement rentrent dans la composition de ce fameux caillou? Est-ce qu'il y a des déchets en majorité qui rentrent dedans Alors ça dépend un peu des sources de déchets, mais typiquement le déchet industriel, c'est un déchet, c'est vraiment la benne des entreprises quoi. Donc ça va être il y a beaucoup de chutes de plastique, de films plastiques, de papier souillé, de carton souillé, de petits morceaux de bois, de textiles. On trouve souvent des godasses dans le tas. C'est vraiment tous ces déchets en mélange. Et l'objectif assez rapidement, c'est d'arriver sur l'ordure ménagère, donc la poubelle de ta cuisine, la poubelle noire. Et donc celle-là, bah, c'est à peu près tous ces mêmes matériaux, sauf qu'en plus, il y a les restes alimentaires. comment était venue l'idée? Donc, tu as dit que c'était il y a 4 ans que ça a été créé, c'est ça, hein? C'est ça. Nous, on a créé ça en 2019 avec donc mes deux associés que sont William, mon père, et Clément Benassi, qui est le directeur général aujourd'hui. Moi, j'ai 27 ans, je suis ingénieur de formation. Et Clément est aussi ingénieur et à mon âge. Lui, il est plutôt spécialisé environnement à la base. Et mon père, lui, est tailleur de pierre en Anjou. Donc, on est tous Angevins. En fait, l'idée, c'est lui qui l'a eu. C'est le tailleur de pierre, c'est pas les ingénieurs. La réflexion qui s'est faite, c'est que, en gros, un tailleur de pierre en Anjou, ça taille les châteaux de la Loire. Les châteaux de la Loire, c'est des châteaux en pierre calcaire blanche, qui sont assez reconnaissables. Et ce calcaire qu'il taillait, qu'il a taillé toute sa vie, il s'est dit, finalement, c'était les déchets des dinosaures. Donc, c'est le poisson du Crétacé qui est mort, qui est devenu un déchet, et qui s'est progressivement sédimenté et fossilisé jusqu'à devenir un calcaire sédimentaire. C'est pour ça qu'il y a, dans les calcaires, il y a des petits coquillages des fois. Et donc, il s'est demandé si ce processus de fossilisation, qui est un processus naturel sur des déchets très vieux, on pouvait pas l'accélérer sur nos déchets à nous
pour se débarrasser de nos déchets d'une meilleure façon que l'enfouissement et l'incinération. Et donc, il m'a proposé son idée. Il avait un procédé en tête. Puis on a poussé le sujet. Il te l'a suggéré quand tu étais encore en école d'ingénieur, quand tu étais déjà petit, ou est-ce que c'est... Non, il me l'a proposé il y a un peu plus de 4 ans, en fait. Donc, moi, j'étais à l'école. J'étais en deuxième année à l'école polytechnique. Donc, on a recruté mon frère sur le coup pour tester le sujet. On l'a testé à un startup week-end entre l'école polytechnique et AgroParisTech. C'est là qu'on a rencontré Clément, donc qui est notre troisième associé, parce que mon frère est parti ensuite faire sa vie. Et Clément nous a rejoint à ce moment-là. Comment vous avez démarré? Est-ce que vous avez créé un proto? Vous avez été voir des centres de déchets pour centres de tri et pour leur proposer la techno? Comment ça s'est passé? Alors déjà, on a essayé de voir si ce qu'on racontait pouvait marcher. Donc, alors la première étape, c'était quand même, avant tout, c'était le startup weekend. On a testé le sujet au startup weekend, on a regardé s'il y avait un marché, comment ça se comportait, parce que c'est pas du tout un monde qu'on connaissait le déchet. Donc on a un peu testé le sujet, on a pu se faire conseiller aussi à ce moment. Une fois qu'on a validé le fait que ça semblait être un projet intéressant, on a commencé à essayer enfin mon père a commencé à essayer de faire la techno, alors avec les moyens du bord, hein, donc, des mixeurs et des machins. Et nous de notre côté, on a un peu plus bossé la théorie de l'entreprise et en particulier on a fait pas mal de concours de start-up, ce qui nous a permis de gagner quand même pas mal d'argent pour une première année juste en prix de concours de start-up. Aussi d'avoir beaucoup d'avis de plein de personnes différentes, c'est des gens du métier, mais aussi des gens qui sont juste bons en entrepreneuriat. Ça nous a permis de constituer un petit dossier, en fait, un projet beaucoup plus ficelé. Et avant d'avoir finalement un vrai premier proto, on a fait une première levée de fonds sur la base de notre idée de projet et de la théorie qu'on avait mis sur la techno et qu'on voudrait pousser. Donc il n'y avait pas encore de proto, il n'y avait pas encore de tests réalisés, que vous avez déjà réussi à faire de la levée de fonds? Ouais, c'est ça. On avait un process théorique, on avait une analyse du marché et tous nos éléments différenciants. Et avec ça, donc on a été chercher la première année à peu près 500 000 euros, ce qui nous a permis ensuite de vraiment construire un premier proto. Et ces investisseurs, c'était des privés, publics, c'était un peu des deux? Alors, exclusivement business angel. Les concours qu'on avait réalisés aussi étaient d'une bonne aide là-dessus, parce que ça avait ouvert en termes de communication pas mal de business angels qui s'étaient intéressés au sujet, et donc qui nous avaient proposé d'investir. C'est vraiment sur cette première mayonnaise-là qu'on a réussi à construire. Ouais. Et après, du coup, donc ça vous a permis de créer le prototype, je suppose, et de mettre en application la théorie? Ouais, alors avec 500 000 euros pour construire une usine, tu vas pas très loin, donc on a commencé à faire des premières itérations de techno. C'était des tout petits process. C'était vraiment de l'échelle labo. Des tout petits process avec des trucs qui, finalement, les cailloux qu'on faisait, ils étaient quand même pas fabuleux. Par contre, ça nous a permis quand même de cranter une nouvelle étape dans la technologie. De dire, bon, bah voilà, on a essayé quelques trucs, ça semble sentir bon, mais on n'a pas encore tout démontré. Refinancez-nous et puis on ira un peu plus loin. Donc, en fait, on a fait plusieurs levées de fonds en crantant à chaque fois différents niveaux de maturité technologique. La première levée, c'était en 2020, 500 000. Ensuite, on en a refait une un an plus tard, en 2021, 2,5 millions. Ensuite, on a pu en refaire une un an encore plus tard, 2022, de 20 millions. Et donc là, maintenant, on arrive à un niveau de maturité où on commence à livrer des usines chez les clients. Donc ça vous a pris 3 levées de fonds et on va dire grosso modo 3 ans pour passer de la théorie à la pratique et commencer à livrer les premiers, je peux pas dire équipements directement aux clients, quoi. C'est ça, ouais. Ouais. Et finalement, c'était un procédé qui, c'était assez logique dans sa construction. En fait, à chaque fois, on levait l'argent pour aller à l'étape suivante et on essayait d'aller à l'étape suivante le plus rapidement possible. Et est-ce que ça a été dur de convaincre à la fois les... Parce que du coup, vous avez deux types de clients, d'après ce que je comprends. Vous avez les gens qui vous fournissent les déchets, donc les industriels, et puis les centres de tri, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez les gens de la construction qui, eux, vont vous acheter des cailloux. Ouais, il faut doublement évangéliser, hein, parce que du coup, j'ai à la fois un nouveau procédé et un nouveau matériau. Ça s'est fait assez naturellement. Mon client principal, ça reste le prestation de traitement de déchets. Donc c'est le centre de tri. C'est lui qui me rapporte, qui fait 90% de mes revenus. Et le client, on va dire, côté granulat, finalement, on vient pas leur proposer une révolution dans leur vie, on vient leur proposer un matériau qui a des très bons avantages en termes de bilan carbone et tout ça. J'en ai pas encore beaucoup parlé du bilan carbone, mais c'est quelque chose qui est clé chez nous. Et donc, on leur propose un matériau, alors, certes, qui est pas tout à fait comme un caillou, qui connaissent un caillou extrait de carrière, mais c'est des gens qui sont aujourd'hui en pleine mutation pour essayer de décarboner la construction.
qui sont prêts aussi à faire pas mal de choses. Donc à tester des nouveautés. Et finalement, pour un centre de tri, on est un grand bouleversement dans sa façon de gérer parce que on prend la totalité de ces déchets non recyclables et on les traite. Pour des gens qui consomment des matériaux, on va pas produire des milliards de tonnes tout de suite. Donc on a une petite goutte d'eau dans leur système. Donc c'est plus simple à mettre en place chez eux, je pense. Ouais, il n'y a pas eu de frein en termes de on ne sait pas trop ce que c'est, on ne veut pas trop essayer. Ils n'ont pas été conservateurs, quoi. Ils ont dit bah, si vous montrez que ça marche, on y va, quoi. Bah, ils sont quand même naturellement conservateurs, mais donc faut pousser un peu quand même. Mais on n'est pas sur des niveaux de bouleversement qui font que ils mettraient 15 ans à y aller. Du coup, tu parlais du bilan carbone, justement. Comme tu disais, ça a l'air d'être un des principaux avantages de votre techno. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus? Ouais, alors en gros c'est l'intérêt de la fossilisation. Si tu prends l'état actuel du traitement des déchets, donc c'est l'enfouissement et l'incinération des déchets. L'enfouissement, c'est voué à diminuer très fortement par la loi en France et par les taxes. Le problème, c'est outre le fait que bah tu condamnes un sol avec tout un tas de déchets dedans, tu émets aussi quand même des méthanes. Donc à cause de la décomposition des matières organiques. Et le méthane, ça a un très fort pouvoir réchauffant. T'arrives pas à tout capter, donc il y a des fuites de méthane de ton site d'enfouissement. Et donc, c'est quand même assez émissif. Ça représente, les fuites de méthane sur les sites d'enfouissement, ça doit représenter entre 2 et 3% des émissions françaises de CO2. Ensuite, tu as l'incinération. L'incinération, c'est l'état de l'art aujourd'hui. C'est ce qui doit normalement remplacer l'enfouissement. Ça a remplacé l'enfouissement dans pas mal de pays. Donc, l'incinération, c'est une très bonne techno pour remplacer l'enfouissement. Parce qu'on n'a plus les problématiques qu'on avait avec l'enfouissement. Par contre, le problème de l'incinération, c'est que c'est pas du tout une techno qui a été réfléchie pour viser une neutralité carbone. Elle n'a pas été faite pour ça, quoi. Avec l'incinération, tu peux produire de l'énergie, donc ça c'est bien, mais tu produis de l'énergie qui est carbonée, parce que tu brûles du plastique en particulier pour le faire. Donc c'est comme si comme si tu brûlais du pétrole, hein. Donc c'est purement de l'énergie fossile. Le problème de l'incinération, c'est que ça va avoir une durée de vie dans notre modèle maintenant. Tu peux pas imaginer en 2050 encore incinérer nos déchets. Ça rentrerait pas dans nos objectifs de neutralité carbone. Donc nous, la fossilisation, à contrario, ça émet très peu, on va dire en émissions brutes, ça émet très peu, parce qu'on n'a pas de chaleur. On utilise, ce qui émet le plus, c'est mes fameux liants minéraux que je source. Mais le gros avantage qu'on a, c'est qu'on émet très peu, mais surtout, on fait beaucoup de séquestration carbone. Donc en gros, on a des faibles émissions et un très gros puits de carbone associé. Ce qui fait que moi, mes émissions en net, elles sont négatives. Je séquestre plus de carbone que j'en émets. Donc à chaque fois que je traite une tonne de déchets, c'est positif. Et ça, c'est dû au fait que la séquestration carbone chez nous, comment ça marche? En gros, dans le déchet, tu as du plastique, tout ça, des matières fossiles. Ça, c'est si tu évites de les brûler, c'est pas de la séquestration carbone, c'est des émissions évitées. Par contre, tu as aussi dans le déchet à peu près 50% de matière organique, donc des papiers, des cartons, des bouts de bois. Ça, c'est du carbone dit biogénique, donc c'est du carbone naturel. C'est l'arbre qui a capté son carbone pendant sa vie. Et normalement, à la fin de la vie de l'arbre, il devrait se décomposer et rejeter son carbone dans l'air. C'est un cycle naturel du carbone. Nous, avec la fossilisation, tout ce carbone qui a été capté par l'arbre ou par le papier, et puis qui est transformé en bois, en papier et tout ça, il va être piégé dans le granulat. Donc il va être figé sur de très très longues durées dans le minéral qu'on a créé. Et donc c'est littéralement un puits de carbone. Et donc je dirais que c'est ça aujourd'hui notre grande différenciation. Ça permet d'envisager la filière de traitement de déchets non plus comme une filière énergétique qui est bonne sur certains points quand on parle de la méthanisation, mais qui est mauvaise intrinsèquement sur la partie traitement des déchets non recyclables. Mais plutôt la filière déchets, il faut plutôt la voir maintenant, je pense, comme une filière de séquestration carbone. Un puits de carbone supplémentaire. Ouais, on en aura besoin pour essayer de compenser les émissions résiduelles qu'on aura dans toutes les autres industries. En gros, on aura moins besoin de planter des arbres et mettre plus d'équipements néolithes pour faire plus de puits de carbone. Bah, l'avantage, c'est le problème du réchauffement climatique, c'est que planter des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique, le réchauffement climatique, c'est un problème pour planter des arbres, parce que si tu as tes forêts qui brûlent, tu vas pas séquestrer grand-chose. L'avantage de la séquestration carbone par des procédés technologiques, c'est que c'est fiable, quoi. Tu sais qu'une fois que tu l'as séquestré, tu vas pas le rejeter. L'avantage de le faire avec une techno comme la fossilisation, c'est qu'on fait pas de la séquestration carbone pour faire de la séquestration carbone. On fait de la séquestration carbone on va dire en co-bénéfice du traitement des déchets. Alors qu'il y a pas mal de technos aujourd'hui qui se mettent sur la séquestration carbone, notamment les captations de carbone directement dans l'air. Ça, c'est des procédés qui coûtent assez cher parce que, justement, ils n'ont vocation qu'à faire de la séquestration carbone.
ils n'ont pas d'autre intérêt pour la société. C'est la question que je vais te poser. Est-ce que vous avez des concurrents sur le marché, que ce soit en France ou à l'international, qui ont soit le même type de techno, soit des technos approchantes? Non, aujourd'hui, on n'a pas de concurrence sur ce qu'on fait, on va dire, dans le grand registre des technos qui pourraient s'y assimiler. Nous, aujourd'hui, la concurrence, c'est factuellement les nouvelles solutions d'incinération qui se développent naturellement parce que il y a une crise énergétique. Donc, il y a une volonté court terme de trouver des trucs à brûler pour faire de l'énergie. Mais pour moi, c'est en plus ce qui est compliqué dans ce modèle-là, c'est qu'un incinérateur, c'est des investissements de très longue durée. Un incinérateur, c'est souvent plusieurs centaines de millions d'euros à investir. Tu l'amortis peut-être sur 30-40 ans. Enfin, si tu as prévu d'amortir ton installation sur 40 ans, mais que dans 10-15 ans, tu commences à être très très contraint par la loi parce que tu émets trop de CO2, tu peux avoir un problème d'actif échoué, un risque d'actif Ouais, c'est échoué ça. très Ouais. fort. En termes Donc, de business plan, c'est pas terrible. bah non, c'est ça. Et aujourd'hui, la filière a pas été trop réfléchie comme ça. Là, je pense qu'il va commencer à y avoir du changement parce que la réglementation européenne change et les incinérateurs vont rentrer dans le champ du marché des quotas carbone, le truc où il y a les cimentiers et tout ça. Donc, on va commencer à faire payer le carbone émis dans le traitement des déchets. Ça, c'est favorable parce que ça évite qu'il y ait des trous dans la raquette et ça favorise typiquement des solutions comme les autres. Mais aujourd'hui, c'est sûr que on parle d'investissements qui sont tellement longue durée que si tu te projettes pas à 2040-2050, tu vas forcément te vautrer. Donc ça veut dire que clairement, il y a des perspectives de marché pour vous qui sont hyper intéressantes, bah, notamment en Europe. Tu disais que tout à l'heure, vous avez déjà 160 employés en 4 ans, c'est quand même assez, plutôt pas mal. Est-ce que c'est des employés qui sont principalement dans votre usine à Angers pour fabriquer les équipements, c'est ça? Alors, il y a encore beaucoup de R&D chez nous. De toute façon, les procédés qu'on a, on sait que c'est pas du tout les procédés optimum et on a encore des types de déchets à savoir gérer. Donc moi, sur les 160, on a peut-être un tiers dans les laboratoires de chimie des matériaux. Donc là, qui formulent nos liants, qui font que le granulat, ça soit un bon granulat à la fin. J'en ai un gros tiers aussi dans les process mécaniques, donc le bureau d'études, l'atelier, faire que on sache faire des usines. Et puis le dernier tiers, c'est toutes les fonctions, on va dire support et corps, quoi, corporate, la production, enfin le commercial, les projets, tout ça. Donc aujourd'hui, on n'est pas une grosse usine de production, on est plutôt une grosse entreprise de développement. Donc là, pour l'instant, vous êtes uniquement sur la France? Aujourd'hui, oui, on est uniquement sur la France. De toute façon, on commence à déployer cette année, donc on déploie là, la première année en tout cas, on déploiera sur la France. On a commencé à avoir des touches en Europe et quelques touches notamment au Japon également, parce que le Japon est un marché très contraint en termes de traitement de déchets. Enfin, positivement contraint, c'est-à-dire il y a pas beaucoup de place pour l'enfouissement et l'incinération c'est très cher, donc une techno comme la mienne devient intéressante. Mais dans un premier temps, oui, logistiquement, de toute façon, il faut développer en France parce que quand on déploie des machines, il faut pouvoir déployer tous les réseaux d'alimentation en consommables, pièces d'usure, tout ça. Puis la maintenance, etc. Je Ouais, suppose c'est que ça, ça. c'est compliqué d'aller tout de suite trop loin de chez soi. Et du coup, quelle est ta vision à moyen terme pour Néolith? Si on fait la traditionnelle question dans 5 ans, est-ce que tu te vois en quoi en leader européen pour les solutions de recyclage des déchets? Alors, nous, notre ambition très très long terme, c'est toujours le chiffre que je pitch, c'est demain, si on peut traiter tous les déchets français, donc tes déchets et les déchets des entreprises, on peut permettre une réduction d'à peu près 7% des émissions françaises de CO2. C'est énorme pour une seule techno, quoi. Donc, c'est entre les émissions qu'on évite et les émissions qu'on séquestre, c'est à peu près 7% des émissions françaises. C'est d'à peu près 3 fois le bilan carbone de tout le transport aérien français. Donc, c'est important. Donc ça, c'est notre ambition. Donc après, le but, c'est comment aller le plus proche possible de cette ambition le plus rapidement possible. Nous, dans 5 ans, on se voit comme le leader incontesté de cette technologie-là, déjà, parce qu'on l'aura créé et puis on aura été assez rapide pour pas se faire doubler par des nouveaux qui voudraient faire la même chose. On se voit déployer en Europe assez largement, avec quand même aussi quelques déploiements hors Europe. Typiquement, je parlais de l'Asie du Nord-Est. Et en termes de tonnage, on aimerait bien pouvoir traiter annuellement de quelques millions de tonnes d'ici 5 ans, avec quand même encore un très gros potentiel d'accélération. Hein. Dans 5 ans, on n'a pas du tout fini de grandir. Quelques millions de tonnes, faut voir que quelques millions de tonnes, ça fait tout de suite, ça fait quand même pas mal d'installations, mais en France, je te dis, il y a à peu près 30 millions de tonnes à traiter. Et en Europe, tu fais, je sais pas, enfin,
sur toute l'Europe, c'est compliqué à calculer, mais sur le marché adressable européen facilement, là, tu fais peut-être x7 là-dessus. Donc, c'est non nul, quoi. Donc, on sait que c'est pas dans 5 ans qu'on aura résolu nos 7%, à l'échelle, même à l'échelle française. Mais par contre, on sera sur une bonne trajectoire d'accélération. Et, je me posais la question quand tu présentais ta techno tout à l'heure enfin, moi j'ai eu l'occasion de voyager dans pas mal de pays, notamment en Afrique, etc. Parfois on voit des pays où le système de traitement des déchets est quand même pas optimum et puis on se retrouve dans des décharges à ciel ouvert un peu partout. Est-ce que à moyen terme, cette techno pourrait permettre à des pays qui ont des problèmes à ce niveau-là de pouvoir régler un peu ce sujet, d'avoir des décharges gigantesques qui, pour le bien de la population, est quand même pas terrible? Est-ce que tu penses que c'est adapté à ce type de problématique aussi ou? Le problème, c'est que le modèle économique du traitement des déchets, c'est basé quand même exclusivement sur la volonté des États, principalement, à contraindre les gens à payer plus cher pour mieux traiter le déchet. Si aujourd'hui on n'était pas contraint, on balancerait tous nos poubelles dans la rue, quoi, grosso modo. C'est parce qu'il y a une contrainte de l'État sur des règles, des normes, des taxes et tout ça, que on fait mieux. Le recyclage en soi, il y a très peu de systèmes de recyclage qui ont une valeur intrinsèque supérieure au fait de juste balancer le déchet par terre. C'est le cadre réglementaire qui induit la valeur, quoi. C'est ça. Et donc, moi, je peux pas arriver dans un pays qui a un cadre réglementaire très très bas et proposer ma techno parce que je vais être trop cher pour cette techno, pour ce pays. La France aujourd'hui a assez contraint le marché pour que les prix d'enfouissement et d'incinération soient suffisamment élevés pour que moi je sois concurrentiel. Mais c'est pas vrai pour tous les pays. Donc moi je peux me développer que dans des pays qui ont développé une volonté environnementale suffisamment forte pour s'imposer ce genre de choses. Mais je pense que c'est vrai pour beaucoup d'innovations climatiques. C'est rarement les innovations climatiques qui sont naturellement plus rentables que que les technos de base. C'est parce qu'on met un prix au carbone, parce qu'on met un prix à l'environnement, que toutes ces innovations deviennent rentables. Tout à l'heure, tu disais donc votre ambition à 5 ans, c'est de traiter plusieurs millions de tonnes en France. Mais je suppose que ça a dû un passage à l'échelle aussi chez vous et des besoins en capitaux. Qu'en est-il pour toi, ta vision du financement des startups industrielles en France? Est-ce que tu trouves que c'est, alors je peux dire facile, mais plus ou moins compliqué d'avoir des financements ou est-ce que pour toi, c'est pas un sujet? Alors c'est le grand sujet du moment, le financement des startups industrielles. Tu fais bien de poser la question. Il y a pas mal de choses qui bougent dans ce monde-là. Je pense que les startups industrielles sont quand même bien moins bien dotées que les startups plus classiques de la tech. En particulier parce qu'il y a quand même pas beaucoup de fonds qui sont spécialisés là-dedans. C'est des façons de réfléchir très différentes. C'est des besoins de financement qui sont aussi très différents. C'est aussi des technos qui nécessitent quand même souvent plusieurs millions d'euros ou dizaines de millions d'euros avant de voir le premier client arriver, parce que tant qu'on n'a pas de produit fini, on peut pas livrer chez les clients. Ça, c'est des modèles qui sont quand même qui rentrent pas dans les cases de beaucoup de fonds d'investissement. Des investisseurs qui investissent dans les startups industrielles, ils peuvent faire les mêmes rentabilités que les autres. Il y a des très beaux succès dans les startups industrielles. Enfin, si tu sais bien investir si tu sais aussi bien investir dans les startups industrielles que dans les startups normales, tu dois pouvoir faire le même rendement. Par contre, c'est quand même des logiques différentes, des process différents d'appréciation et peut-être aussi des temporalités différentes. C'est-à-dire que j'entends souvent dire, un fonds d'investissement sur une startup normale, il veut avoir son retour sur investissement en 5 ans et il va faire tout son ROI ensuite annuel sur les 5 années, moyenné sur les 5 années. Sur des startups industrielles, souvent, tu peux peut-être attendre un peu plus longtemps. Donc, tu dois peut-être faire 7 ans, 8 ans avant de pouvoir revendre tes participations et faire ton rendement annuel comme tu le voulais. Et donc les fonds sont très contraints là-dessus parce que en fonction de comment ils se sont construits, ils doivent liquider tous leurs actifs au bout de N années. Donc on va dire il y a rien de fondamentalement compliqué à mettre en place, mais il faut le mettre en place. Et donc pour répondre succinctement à ta question quand même, je pense qu'il y a un déficit de financement aujourd'hui des startups industrielles en France par des investisseurs français. Tu peux toujours aller chercher des investisseurs pas français. Hein. Nous aujourd'hui, on n'en a pas encore eu recours, mais j'en connais plein qui ont fait investir le fonds souverain singapourien, ce genre de gars, ou des Américains. C'est dommage, je le trouve, mais bon, il faut quand même développer sa boîte. Et je pense qu'il y a, pour le coup, un acteur de l'écosystème qui est sous-représenté traditionnellement, mais qui là a beaucoup de sens, c'est les family office. Donc, en gros, c'est l'évolution naturelle du business angel. Une fois qu'on a assez d'argent,
on commence à embaucher une équipe pour gérer sa propre fortune. Donc c'est les grandes fortunes, souvent des familles d'entrepreneurs, souvent d'ailleurs en France des familles d'entrepreneurs industriels. Et ça, c'est des familles qui peuvent mieux comprendre naturellement le monde industriel. Donc le monde de la startup industrielle est plus facilement accessible pour eux, je pense. Et ils ont aussi des durées de vie qui sont ad vitam aeternam en tant que fonds. Donc aller chercher des rentabilités à 7, 8, 10 ans, ça leur fait pas peur. Donc, et c'est des gens qui ont les poches très profondes, hein. Moi, au début, quand j'étais en accélération, quand j'étais une toute petite startup, on me parlait que, au début, il y a les business angels et ensuite il y a les fonds. Et c'est tout. La réalité, c'est qu'au début, il y a les business angels et ensuite, il y a les family office et les fonds. Et les family office, on n'en parle jamais, mais ils ont autant, voire plus d'argent que beaucoup de fonds. Quand il y a des familles qui ont plusieurs milliards d'euros de capitaux propres, ils peuvent envoyer des tickets à 50, 100 millions sans trop sourciller. Donc, faut pas les oublier. Ils sont maîtres des horloges, ils n'ont pas besoin de faire des ROI, ils sont pas contraints, quoi. C'est ça. Alors ils ont leur propre volonté interne de rendement, mais et puis je pense que toutes les boîtes qui veulent faire dans l'écologie en ce moment, les family office, ça leur parle beaucoup parce que il y en a beaucoup qui disent c'est quand même le sujet du moment, quoi. Si on veut voir un peu long terme, faut peut-être commencer à investir dans des trucs qui font qu'on va pas tous mourir dans 30 ans. C'est des véhicules, enfin c'est des familles qui réfléchissent sur le long terme, elles cherchent à pérenniser leur fortune et leurs entreprises. Ouais, donc pour toi, c'est encore compliqué, mais moins compliqué qu'avant. Il y a une prise de conscience de l'écosystème et ça peut n'aller qu'en s'améliorant, quoi. Et je dirais, alors à la marge, hein, si tout le monde y va à moyen terme, forcément il y aura plus assez de cash chez eux, mais à la marge, profiter du fait que les family office peuvent investir dans ce genre de choses. En attendant que les fonds traditionnels se mettent en branle pour adresser ce marché des startups industrielles. Et est-ce que tu trouves pas qu'il y a je sais pas si c'est le bon mot, mais un effet de mode, start-up industrielle, industrie verte, etc., depuis quelques mois, quelques années, et que du coup, les fonds s'y intéressent. Il y a aussi ce phénomène, vu qu'on en parle un peu partout, le gouvernement communique là-dessus, ça incite aussi les fonds, on va dire, traditionnels à se mettre dessus. Ou est-ce que c'est... Bien sûr, là on voit quand même il y a une grosse mouvance de fonds sur la réindustrialisation verte, portée en particulier par les startups industrielles, tout ça. Ça c'est les discours qu'on entend depuis quelques mois. Qui sont accompagnés d'énormément de plans de subvention et tout ça. Donc ça incite forcément. Je pense quand même que les fonds voient les subventions comme des aides instantanées, mais pas comme des drivers de marché. Je pense que ce que préfère tout le monde, c'est plutôt quand il y a un changement des règles et que le réglementaire crée un marché, comme ça a été fait dans le déchet, plutôt que des subventions qui sont finalement que de l'argent temporaire. Mais oui, c'est le sujet du moment, hein, de toute façon. Donc je vois mal comment aujourd'hui il y a des gens qui sont obligés de se retourner vers le monde des startups industrielles et d'y regarder à deux fois s'il y a pas des bonnes positions à prendre. Non, ouais, c'est hyper intéressant. C'est vrai que c'est un sujet dont on entend beaucoup parler, donc c'est toujours bien d'avoir quelqu'un comme toi qui est dans le cœur du recteur pour nous expliquer un peu comment ça se passe. Et il y a sur le côté écologie en particulier, on se rend bien compte, et même les fonds maintenant se rendent compte qu'on peut pas faire que de l'écologie en faisant du digital à un moment. Enfin, c'est une capacité qui va être finie de tout. Tu peux pas faire une transformation écologique de la société juste avec du software en plus. Jusqu'à avec un algorithme. Il faut aussi du hardware. Et parce que c'est quand même des procédés technologiques qui à la base portent l'industrie. Et l'industrie, c'est quand même elle qui est la cause du changement climatique et qui doit être sa solution. Justement, une question qui me vient à l'esprit, tu parles d'industrie, d'industriel. Comment vous démarchez directement les grands acteurs industriels français? Et si oui, quelles sont les grandes typologies de secteurs industriels qui vous intéressent particulièrement en termes de déchets? Alors moi c'est simple parce que en fait je vais pas faire du pur B2B large. C'est-à-dire je vais pas aller voir l'industriel, je sais pas Fleury Michon et lui demander si ça m'intéresse de traiter ses déchets différemment. Je vais aller plutôt me pluguer aux gens dont c'est déjà le métier, aux opérateurs de traitement de déchets. Donc eux, ils font leur vie de naturel, de collecte et de tri, et ensuite je vais les voir. Donc en fait, moi j'ai un spectre assez limité de clients. J'ai les grands du déchet, les grands nationaux du déchet. Typiquement, c'est les Suez, les Veolia, ça c'est les grands leaders mondiaux. Ça c'est typiquement des clients cibles pour moi. Et tu as l'équivalent, mais régional, familial souvent, qui sont les entreprises locales de tri et de collecte. Ça, c'est mes clients. Donc, j'ai pas besoin d'aller chercher X et Y industriels à droite à gauche. Je suis quand même limité à un certain nombre d'acteurs. Et ces industriels-là, ils peuvent pas agir en tant qu'influenceurs auprès de leur Veolia, Suez et d'autres en disant, tiens, nous, on aimerait bien avoir
la technologie néolithe, ça nous permettrait dans notre bilan carbone, là, les scope 3, etc., de réduire notre part d'émissions. C'est bénéfique pour eux aussi, ouais, enfin. Pour le coup, c'est quelque chose quand même qu'on fait assez souvent. Alors, on le fait rarement directement nous en prospection, mais quand on reçoit énormément de demandes de la part d'entreprises qui disent bah en fait moi j'ai des déchets, ceux-là aujourd'hui ils partent à l'enfouissement, est-ce que vous pourriez pas en faire quelque chose de mieux? Moi je leur dis bah je peux pas traiter vos déchets en direct parce que je suis pas opérateur de traitement de déchets déjà et si je devais vous installer une machine chez vous, vous faites pas 10 000 tonnes de déchets par an, donc je serais trop gros. Par contre, parlez-en au gars qui fait votre service de traitement de déchets, expliquez-lui la solution et que ça vous intéresse. Et lui, normalement, il a tout intérêt à passer sur ma techno. Parce que ma techno, aujourd'hui, elle est moins chère que les technos existantes et elle est plus écologique, donc commercialement plus sympa à vendre. J'espère que ça va se démocratiser de plus en plus et que nos déchets, même à nous particuliers, finiront en ta machine. Ça veut dire qu'on aura fait déjà une bonne étape. Normalement, c'est d'ici 2 ans, ça, si on arrive à tenir notre timing de R&D. On arrive à la fin de la discussion. La question que j'aimerais te poser avant qu'on se quitte, c'est si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer là, dans l'entrepreneuriat, notamment pour créer une startup industrielle, qui ne sait pas trop comment s'y prendre, s'il y avait un truc à faire selon toi ou à éviter. Déjà, je ferai un message aux étudiants potentiellement qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Moi, j'ai fait de l'entrepreneuriat quand du coup j'étais à l'école et mon associé également, enfin un de mes deux associés également. Je conseille de profiter du cadre de l'école pour lancer le projet. Je trouve que c'est un bon écosystème pour lancer un projet, d'être au sein de l'école parce que la plupart des écoles aiment beaucoup l'entrepreneuriat. Ça leur permet de communiquer sur le fait que leur école est super. Et donc, elles accompagnent, elles offrent un cadre, elles offrent de la visibilité, souvent. Donc, j'aurais préféré je préfère avoir démarré dans mon école et être porté par tous les outils de l'école que d'avoir démarré 2 ans ou 3 ans après la sortie de l'école et d'être finalement un peu plus tout seul. Donc, ça, c'est plutôt un conseil typé pour les étudiants qui aimeraient entreprendre. Je pense que on peut se permettre d'entreprendre assez jeune, sans avoir forcément une grande expérience professionnelle. En plus des écoles, il y a tout un tas de concours d'innovation qui sont réservés aux étudiants entrepreneurs. Donc c'est une façon de plus aussi d'avoir de l'argent, de la visibilité et tout ça. Et sur le côté start-up industriel, c'est un conseil mais qui en fait j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de cas particuliers, donc ça se trouve c'est un conseil qui n'engage que moi, mais nous aujourd'hui on a su aller vite dans le déploiement d'un outil industriel, je pense par rapport à d'autres gens qui peuvent mettre plus de temps parce que on a choisi d'intégrer pas mal de choses. On est 160 aujourd'hui, je pense qu'une entreprise qui aurait choisi de sous-traiter énormément de choses pour arriver au même niveau de maturité que nous, à peut-être 50 employés. Par contre, je pense qu'elle aurait mis beaucoup plus de temps à le faire parce qu'elle n'aurait pas eu les capacités en interne pour itérer rapidement, pour se rendre compte des problématiques. Tu vois, par exemple, nous, dès le début, on a construit un atelier, donc avec des monteurs, des soudeurs, des électriciens, pour pouvoir avoir la main sur nos machines et améliorer les machines. Aujourd'hui, je connais pas mal de startups qui sont industrielles, qui sont fabless, donc qui n'ont pas du tout d'atelier en propre, et donc qui du coup dépendent des ateliers des autres. Alors, c'est bien parce que du coup, tu investis pas dans des outils qui peuvent ne plus te servir dans 2 ans, mais en attendant, bah, tu payes de la sous-traitance, donc factuellement, ça te revient un peu plus cher quand même instantanément. Et en plus, bah, tu maîtrises pas tout ce que tu fais, quoi. Donc, tu comprends peut-être moins vite tes problématiques parce que c'est pas toi qui as monté ton système. Tu itères beaucoup moins vite parce que bah le gars il a son planning à lui, alors que toi tu pourrais, si tu fais tout en interne, forcément tes rendus sont plus courts. Ouais, t'es moins agile si tu dépends de l'extérieur que si t'as tout C'est à la ça. maison. Et par contre, ça te demande plus d'investissement de ton côté et une structure aussi plus lourde. Enfin, t'es à la fois plus agile, mais t'as besoin de plus de RH pour piloter tout ça. T'as tout de suite beaucoup plus de personnel. Ça, c'est une solution que tu peux prendre que si t'es à peu près sûr de pouvoir lever de l'argent de façon conséquente. Moi, je me suis dit, c'est pas grave de lever de l'argent et de se diluer si ça me permet d'aller plus vite, parce que ça se trouve la dilution totale de mes parts dans le capital, elle sera plus faible que si j'avais levé moins d'argent instantanément, mais que ça m'avait mis 5 ans pour développer, et donc finalement, à la fin, je paye quand même beaucoup, parce que développer sur 5 ans, développer sur 3 ans, bah, c'est des coûts associés. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, je pense que il faut se poser la question. Il faut pas forcément vouloir tout rejeter dans l'industrie en disant, bah, moi, je suis une start-up plus qu'un industriel, donc je vais bénéficier des industriels du coin, et puis moi, rester sur ma partie start-up. Je pense que une start-up industrielle, ça peut devenir un vrai industriel. Et nous, on a cogité tout notre procédé depuis le début, comme si on voulait devenir un très gros industriel demain. Et donc, on a toutes les fonctions sur lesquelles on dépend, et on dépend de personne d'autre que de nous.
Alors, bien sûr, on a des fournisseurs et tout, hein, comme tout industriel, mais je pense que c'est trop théorique de se dire je vais être que la startup qui me concentre que sur le produit phare. Ou alors c'est vraiment des cas particuliers dans lesquels ça peut marcher. Non, c'est hyper intéressant comme vision. Et comme tu dis, à la fin, ça se résume, je pense, à dire avant de se lancer ou pendant qu'on se lance, il faut bien réfléchir au modèle qu'on souhaite et voir les pour et les contre, quoi. Juste pour finir, j'ai la chance d'être dans un coin que j'aime beaucoup, sur la Loire, à côté d'Angers. Moi, je trouve que c'est une énorme chance de pouvoir créer un site industriel ici et faire créer un petit écosystème autour de nous. Ça dynamise le coin. C'est exactement ce qu'on veut pour nos territoires, en fait. Ouais, j'aurais pas voulu juste aller à Paris et puis me monter. Ça aurait été dommage. Merci Nicolas pour cet échange et puis on te souhaite plein de succès à Néolith. Merci à toi. Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram, ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts. À jeudi!